Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co et bienvenue dans ce nouveau numéro du Village Startup. Tous les mois avec Jérôme, on est là et on vous sélectionne le meilleur du meilleur, la crème des startups ici au Village Baïséa. Exactement. Alors voici le menu de cette émission. Ce mois-ci, on va parler d'une appli anti-gaspi, vous allez voir, qui permet de faire plein d'économies, de ne pas trop jeter de choses. On va parler également d'une solution pour gérer la vie numérique après la mort. C'est un vrai sujet. Ouais. Et puis, François, plus besoin d'être en CDI pour louer un logement grâce au garant virtuel. Ce sera également notre invité. C'est aussi une petite révolution dans le domaine de l'immobilier. Grâce au numérique. Et puis Fabrice Marcella, le maire du village, sera là. Avec lui, on parlera des startups à impact. Quels sont les problèmes que rencontrent aujourd'hui ces startups ? Fabrice a révisé, il est juste derrière la caméra. Là, il est prêt. On va le retrouver dans quelques instants. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouveau numéro de Village Startup. François, notre premier invité est ici présent. Il s'appelait Clément Carreau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Clément. Responsable des relations publiques de Phoenix. Phoenix, c'est une application pour le grand public contre le gaspillage et c'est plein d'autres choses. On va en parler pendant 6 minutes. On va parler de B2B et de B2C avec vous, mon cher Clément. Phoenix, donc, qui est, on va dire, une appli un peu star, qui est très connue de toutes les personnes qui veulent faire des économies un peu comme Too Good To Go. Vous êtes un peu les deux leaders dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter Phoenix ? Et j'ai lancé le chrono. Eh bien voilà, il nous reste 6 minutes. Oui, avec plaisir. Phoenix, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 avec pour but de réduire le gaspillage alimentaire. Et aujourd'hui, on vend 5 solutions pour réduire le gaspillage alimentaire à toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire du producteur au distributeur, en passant par le grossiste, la restauration collective, les industriels. Le but, c'est de réduire le gaspillage alimentaire et on le fait notamment via une application B2C pour le grand public, comme vous l'avez expliqué, mais aussi via 4 solutions en B2B pour essayer de rediriger les invendus vers les meilleurs canaux de valorisation et éviter le gaspillage alimentaire. Un mot rapide sur le B2C, donc via l'appli, je vais savoir autour de moi quels sont les enseignes, les commerçants qui participent en fait à cette méthode anti-gaspi pour récupérer des paniers à la fin de la journée, c'est ça C'est pour vous montrer qu'il a bien bossé le dossier. L'idée, c'est que vous pouvez juste prendre votre téléphone et vous utilisez l'appli, vous allez être géolocalisé, vous allez voir autour de nous des commerces de bouche qui proposent des paniers surprises composés des invendus du jour. Donc ce sont des produits en date courte, mais qui ne sont pas périmés, bien sûr, vous pouvez tout à fait les consommer, mais ils sont à consommer rapidement. Et puis vous allez les acheter pour moins 60, moins 70%, donc vous allez faire une bonne affaire. Et maintenant, vous allez faire une bonne action pour la planète et pour le commerçant qui évite une perte sèche. Et voilà, vous allez chercher un panier, vous aurez réduit le gaspillage alimentaire et tout le monde est content, surtout dans des temps où l'inflation frappe très fort, sans doute. Alors le consommateur est content, mais également l'enseigne qui y trouve également un intérêt. Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais le gaspillage, c'est un coût pour les enseignes. Évidemment, c'est une perte sèche de ne pas vendre le produit, mais il y a aussi des frais liés aux déchets. Donc, par exemple, si je suis un hypermarché Leclerc ou Intermarché, j'ai une facture déchets que je paye chaque mois à mon prestataire déchets. Et par rapport au nombre de bacs de déchets que j'ai, je paye un tarif à la tonne. Et donc, plus j'ai de déchets, mécaniquement, plus je paye. Donc, j'ai tout intérêt à réduire les déchets. Alors il y a l'aspect B2C, comme on dit, c'est-à-dire grand public avec cette application, mais il n'y a pas que ça. Plein d'autres choses derrière. Vous avez développé un grand réseau. D'ailleurs, votre entreprise qui a été créée en 2014 compte déjà 200 collaborateurs, c'est ça ? Oui, plus de 200 collaborateurs. Plus de 200. Donc qu'est-ce que vous faites directement pour les entreprises ? Alors notre métier premier, l'intuition qu'on a eue en 2014, c'était d'être un intermédiaire du don. C'est toujours au cœur de notre activité. En fait, on dit qu'on connecte ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop, ce sont ceux qui ont des surplus, des invendus, et je ne connais aucun commerce alimentaire sur la chaîne de valeur en France qui n'a pas de surplus. Et puis, ceux qui n'ont pas assez, ce sont les associations d'aide alimentaire qui viennent en aide aux plus démunis. En France, l'année dernière, il y a eu 7 millions de personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire. On a un vrai problème de pauvreté alimentaire. On a besoin d'aider ces personnes-là. Et l'idée, c'est qu'il y a un modèle économique derrière, puisque, comme je l'ai expliqué, les déchets coûtent de l'argent. Donc, on a tout intérêt à les réduire. Et en plus, il y a une incitation fiscale qui a été mise en place par une loi qui porte très bien son nom, qui s'appelle la loi Coluche, qui donne un avantage pour ceux qui donnent aux associations via une réduction d'impôts. Et donc, là-dessus, on peut créer de la valeur. Tout le monde s'y retrouve. Alors donnez-nous racontez-nous une petite histoire de la durée de vie et la vie en fait d'un produit qui est vendu dans un magasin, on va dire, ou dans une enseigne de grande distribution, en passant par Phoenix. Disons que par exemple, je suis un Intermarché
et j'ai des invendus, donc j'ai des produits que je vais sortir des rayons lorsque je fais ce qu'on appelle une rotation des rayons, c'est-à-dire que je vais regarder les produits qui sont proches de la date de péremption et je vais les sortir des rayons parce que les gens ne les achètent pas lorsqu'il leur reste que 3 jours de vie. Et à partir de là, en fait, Phoenix, c'est un outil interconnecté entre plusieurs solutions qui vont vous guider vers le bon canal de valorisation. Ce canal, ça peut être la vente en date courte pour le consommateur, donc moins 20, moins 30% dans un bac anti-gaspi sur magasin, ou moins 60% sur un lot via la Ça existe depuis un moment, ça. Il y a 20 ans, vous ne seriez pas allé chercher un panier anti-gaspi parce que vous auriez vu ça comme un truc un peu de pauvre, un peu stigmatisant. La culture a beaucoup changé, on peut s'en réjouir, les gens sont en demande, ils veulent ça, donc effectivement on accompagne les magasins là-dessus. Et puis après il y a le don aux associations que j'ai déjà évoqué. Et puis plus original, on fait aussi du don pour l'alimentation animale parce qu'une solution, ça ne suffit pas, il n'y a pas de panacée pour réduire le gaspillage alimentaire, il faut mettre en place plusieurs solutions, les rendre interopérables. Et l'idée c'est que les produits qu'on n'a pas réussi à vendre ou à donner, on va les donner à des animaux, donc par exemple à des refuges SPA, des parcs animaliers, des zoos, des fermes pédagogiques, etc. Ça c'est la dernière... C'est la dernière brique pour arriver au zéro déchet. On est d'accord. Donc première, le produit a une bonne DLC, il est vendu de manière traditionnelle. La DLC est courte, il y a une ristourne. Après c'est le don. Et si, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas donné, il va donc pour nourrir les animaux. Exactement. Et tout ça, on le fait s'interconnecter. Et puis on effectue un travail de suivi, d'analyse aussi sur les commandes pour essayer d'améliorer les pratiques en magasin, de mettre en place la bonne logistique. Et dans un monde idéal, les produits que l'association veut lui sont distribués et pas ceux qu'elle ne veut pas. Et puis les produits qui vont faire plaisir aux consommateurs vont être vendus sur surface de vente. Et puis les produits qu'on n'a pas réussi à valoriser autrement, on va les donner à des animaux. Il faut savoir qu'il y a une énorme inflation sur les produits pour les animaux aujourd'hui, pour le nourrissage des animaux. Donc c'est une problématique pour les éleveurs. Les animaux domestiques ou les animaux d'élevage Ça peut être la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, par exemple, qui est un de nos partenaires, mais on a aussi un partenariat national avec la SPA pour les refuges, pour les chiens. La nourriture de Jérôme coûte de plus en plus cher, ouais, vous avez raison. Enfin, moins que la tienne. Clément Carreau, on imagine qu'il y a beaucoup de techno évidemment derrière tout ça. Et vous l'avez dit, ce que vous faites aujourd'hui, vous ne pourriez pas forcément le faire il y a 20 ans. Non, bien sûr, parce que notre métier, comme c'est un métier d'intermédiation, on le fait via la tech. Le but, c'est de connecter et de tracer et de numériser tout ça. Et avant, l'aide alimentaire n'avait pas forcément des pratiques très professionnelles. C'est un monde composé de bénévoles. Et donc, les pratiques n'étaient pas optimales. Et le but, c'est d'utiliser la tech pour rendre tout ça optimal. Et comme ça, si je suis un magasin et que j'ai un contrôle DGCCRF, eh bien, je suis en conformité, j'ai tout numérisé et tout est à portée de main pour montrer. Tout est référencé, tout est exactement. Suivi. Je sais qu'est-ce que j'ai donné à qui, quel jour, je sais qu'est-ce que j'ai vendu, quel produit à qui. Et ça me permet d'effectuer un contrôle très facilement et d'être en conformité. Aujourd'hui, combien d'enseignes font appel à vos services? Alors nous, on a plus de 17 000 partenaires sur toutes nos solutions. Volumétriquement, il y a beaucoup d'enseignes qui sont uniquement sur le B2C, parce qu'il y a plein de petits commerces de bouche. Mais on a plus de 5 000 professionnels qui travaillent avec nous sur le B2B, donc sur le don pour l'alimentation animale, ou même vente directement depuis l'entrepôt. Eh bien voilà, vous avez terminé la phrase quand le petit ding-dong quand le gong a retenti. Beau, formidable, super. Merci beaucoup. Clément Carreau, responsable des relations publiques de Phoenix. C'est un plaisir, merci. Et on enchaîne avec notre deuxième start-up de ce numéro. À tout de suite. Allez, on va parler d'un sujet qui n'est pas facile, mais qui nous concerne tous. Comment faire pour gérer notre vie numérique, si on peut dire, après un décès? On en parle avec Alex Ransonnet. Bonjour. Bonjour messieurs, merci de me recevoir. Donc vous êtes le cofondateur de Repos Digital, et c'est vrai que c'est un sujet pas facile, évidemment, mais qui est un gros business, parce qu'aujourd'hui, voilà, notre présence sur le numérique, sur les réseaux sociaux, se poursuit après notre décès. C'est un vrai problème. Ça fait 3 ans que Repos Digital existe, c'est ça 3 ans. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors, chez Repos Digital, nous, on s'est rendu compte que les humains, en général, créent tout un tas de comptes numériques. Donc ça passe des comptes e-commerce, réseaux sociaux, adresses mail. Peut-être que vous pariez sur des sites de paris ou vous avez des sites de jeux. Voilà. On a énormément... Nous, c'est plutôt la livraison de plats à domicile, mais bon, chacun son truc. Chacun, effectivement, son truc. Le constat, c'est qu'on a tous tout un tas de comptes numériques et on en aura de plus en plus dans les prochaines années. On a Dashlane, un gestionnaire de mots de passe très connu, qui annonce en moyenne 300 comptes par Français, 300 comptes numériques. Et en fait, au moment du décès des gens, malheureusement, c'est à prévoir, c'est quelque chose qui nous concerne tous, ces comptes numériques restent actifs et ça pose tout un tas de problèmes. Par exemple, pour la famille, ça complique le deuil. On reçoit des notifications sur les réseaux sociaux qui nous demandent de souhaiter l'anniversaire d'un proche décédé, par exemple, un anniversaire professionnel sur LinkedIn. Des mails qui continuent d'affluer, peut-être même des invitations à jouer à Candy Crush. On a eu aussi
ce cas. Donc voilà, ça complique le deuil. Premier problème. Oui, il y a l'aspect affectif, mais il y a aussi l'aspect matériel, financier. Il y a aussi l'aspect financier. Si par exemple aujourd'hui on a des comptes sur des néobanques type Lydia, Revolut, pour ne citer que, en cas de décès, si on a un solde, ce solde est perdu. Si on ne fait rien, disons que les plateformes gardent cet argent. Et c'est là que nous, au Repos Digital, on peut intervenir. On va déjà rechercher, je vais y revenir juste après pour vous expliquer le processus, mais on va rétribuer l'argent aux proches du défunt dans ce cas de figure-là. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc, vous intervenez après le décès de quelqu'un. On intervient après décès, exactement. Et comment vous procédez? Alors aujourd'hui, on a plusieurs partenaires d'acquisition, à commencer par les pompes funèbres. Quand on fait face à un décès, on va chez la pompe funèbre, c'est un peu le premier lieu. À ce moment-là, la pompe funèbre va parler à la famille de la vie numérique de la personne. Avait-il des comptes sur les réseaux sociaux, des adresses e-mail? Et dans ce cas-là, la pompe funèbre propose Repos Digital. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des clients d'un premier côté. De l'autre, comment ça se passe? Vous devez récupérer tous les mots de passe? Alors pas du tout, les en fait. identifiants, etc. Alors pas du tout, on procède sans les mots de passe, c'est ça la force, parce qu'effectivement la famille n'a pas les mots de passe, ne sait pas foncièrement comment faire. Voilà. Nous en fait on va être un intermédiaire entre les familles du défunt, entre la famille du défunt et les plateformes. On va venir informer Facebook, dans le cas de Facebook, que la personne est décédée. Donc certificat de décès, et en fait ça ouvre, tout à fait, on va dire, des droits à quoi? À la disparition, à la suppression des comptes, c'est ça? Vous faites bien de me poser la question. En fait, depuis 2016, la loi pour une république numérique prévoit, en cas de décès, si la personne ne s'est pas exprimée sur ce qu'il souhaite faire de ses comptes numériques, c'est à la famille que revient la décision. Et donc c'est comme ça que nous on peut exercer aujourd'hui. Donc on va demander tout un tas de justificatifs à la famille. Tout un tas, c'est tout à fait relatif. Ça va être la pièce d'identité, le certificat de décès, et ensuite l'URL du profil Facebook, évidemment, pour pouvoir procéder. Et toutes les plateformes sont censées vous répondre et acceptent de vous répondre, même les plateformes américaines, etc. Exactement, toutes les plateformes. C'est la loi, de toute façon, elles n'ont pas le choix. Alors il y a un vide juridique, on va dire, à l'échelle internationale là-dessus, mais c'est effectivement dans les conditions générales des plateformes de procéder en cas de décès, parce que ça occasionne tout un tas de problèmes. Ensuite, pour aller plus loin et pour vous parler du fonctionnement, le premier problème auquel font face les familles, c'est qu'elles ne savent pas quel compte avait le défunt sur Internet. C'est-à-dire qu'elles sont au courant des réseaux sociaux, des adresses mail, parce que c'est, on va dire, le plus commun, mais la vie numérique ne s'arrête pas là. Et donc c'est là où nous, Repos Digital, on a créé un algorithme, pour parler un petit peu de la tech, parce qu'on est aussi ici pour ça. Bien sûr. On a créé un algorithme qui permet de retrouver tous les comptes du défunt avec ses adresses mail. C'est-à-dire que l'adresse mail est souvent connue des proches, le proche nous donne l'adresse mail du défunt. On va donc retrouver tous les comptes qu'il avait en ligne. On va ensuite appeler les familles, parce que c'est important d'avoir cet accompagnement humain dans ce moment particulier, qui est le deuil, pour aiguiller justement sur les bonnes décisions à prendre. Sur Facebook, on peut soit supprimer le compte, soit le placer en mode commémoration, c'est-à-dire que le compte reste visible. On aura marqué en souvenir de la personne, donc ça restera un espace hommage. Et ensuite, sur les comptes où il y a du solde, par exemple, on va demander si la personne souhaite ou non récupérer le solde. Alors, très souvent, c'est oui. Par exemple, je pense à une chose, les photos, toutes les photos qu'on met dans le cloud, qu'est-ce qu'elles deviennent et que préfèrent faire les gens? Est-ce qu'ils préfèrent les laisser ou les récupérer? Alors, justement, si la personne ne s'est pas, comme je vous disais, exprimée de son vivant, malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui de récupérer les photos et les vidéos d'une personne décédée sur un cloud. Parce que ça, c'est pas facile. C'est considéré comme sa propriété, en fait. Et donc, il faut entamer même des démarches devant des tribunaux pour vraiment prouver le besoin de pourquoi j'ai besoin de récupérer ces photos et vidéos, parce que ça va contre les directives de la personne décédée. De la vie privée, en quelque sorte. De la vie privée du défunt. Mais à ce moment-là, ces photos restent stockées ad vitam aeternam dans le cloud, ou à partir du moment où vous signalez à l'organisme de cloud que la personne est décédée, tout ça est effacé? Alors effectivement, si la famille fait le choix de supprimer le compte, s'ensuit effectivement la suppression aussi des données. C'est aussi ce qu'on revendique, et c'est ce qui est intéressant. Ouais. Et ça coûte combien, en fait, votre solution Repos Digital? Ça coûte 150 € aujourd'hui. On n'a pas voulu mettre de prix par compte, parce qu'on ne voulait pas rentrer dans quelque chose de limitant pour les familles. On ne voulait pas que la famille se limite à « je vais supprimer qu'un compte » ou que 2 comptes parce que ça coûte pas cher. On a fait un tarif global. Nous, on recherche toute la vie numérique, on supprime tout. Et voilà, même tarif pour tout le monde. C'est ce qui vraiment permet de soulager véritablement les familles, parce qu'on va à 360 en fait, venir nettoyer le souvenir de la personne. Et donc ça va apporter beaucoup de sérénité à la famille par la suite, surtout dans la durée en fait, parce que c'est souvent d'ailleurs 1 an après le décès qu'on a le premier anniversaire Facebook ou autre.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Et oui, c'est un sujet évidemment qui est pas évident, mais qui a le mérite d'exister et qui Absolument, un service va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années qui viennent, forcément. un service qui rendra utile à beaucoup de gens, très certainement. Repos digital, et on trouve plein d'infos sur votre site, j'imagine. Tout à fait, repodigital.fr. Merci beaucoup Alex Ransonnet. Rappelons que vous êtes cofondateur donc, de Repos Digital. Troisième start-up dans un instant. On parle d'immobilier Ouais. et de gros sous. Et de location aussi. Jérôme, aujourd'hui, devenir locataire quand on n'a pas de CDI, c'est la galère. Mais grâce à la tech, c'est en train de changer. Et ouais, on en parle avec Thomas Neuras. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Notre Thomas. invité, cofondateur de Smart Garant. Alors, Smart Garant, ça dit bien ce que ça veut dire. On va lancer le chrono et vous demander tout de suite de nous expliquer en quoi vous pouvez aider quelqu'un qui n'a pas de contrat à durée indéterminée à trouver un appartement. Ouais, avec plaisir. Alors nous, on est parti d'un constat qui est relativement simple. C'est qu'aujourd'hui, si on prend la pyramide de Maslow, la base, c'est de pouvoir se nourrir, avoir un toit au-dessus de la tête. On est d'accord. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger et de revenir en France et de voir à quel point c'était difficile, notamment moi pour ce que j'ai connu en statut d'étudiant avant ça, en période de rentrée, qui sont des périodes de forte tension locative. Et aujourd'hui, malheureusement, louer un logement, c'est un véritable parcours du combattant. Et donc, on est venu retravailler un produit d'assurance qui est la garantie loyer impayé. Et on est venu en fait inverser le mécanisme assurantiel pour pouvoir renforcer le dossier du locataire et sécuriser le propriétaire en cas d'impayé. Oui, parce que l'idée, c'est que tout le monde soit content, finalement, dans cette histoire-là. Le locataire, Et que mais les loyers aussi soient payés. le propriétaire qui loue l'appartement et qui, parfois, peut avoir des difficultés financières s'il ne touche pas son loyer. Donc, des deux côtés, c'est important. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, de manière très simple, nous, on est un courtier en assurance. Donc, en fait, on est allé retravailler et déconstruire un produit traditionnel de la garantie loyer impayé qui, justement, vient en remplacement à la caution physique. Nous, on vient se substituer à cette caution-là par Donc, un j'ai pas modèle de caution. digital. Par exemple, je trouve un appartement qui me plaît. On va logiquement me demander de préparer un dossier. Exactement. Et 9 fois sur 10, on va demander une, voire deux, voire trois cautions. C'est-à-dire des gens qui vont dire s'il y a un défaut de paiement, je serai là. Exactement. Et c'est à ce moment-là que si on n'a pas ces cautions-là, on peut aller sur votre site pour... Exactement. Nous, on est venu retravailler ce produit-là pour l'ouvrir à tout type de locataires, donc en passant de l'étudiant au retraité, à l'intérimaire, freelance, etc. Qui aujourd'hui, sur le marché locatif, pour résumer un petit peu, si on n'a pas un CDI hors période d'essai, on va avoir de grosses difficultés pour louer un logement, notamment dans toutes les grandes villes. Et donc nous, on est venu retravailler ce produit pour l'ouvrir, pour permettre justement à ces locataires de venir rassurer leurs bailleurs. Et ceci, en fait, par une garantie locative complètement digitale, donc qui peut être souscrite en moins de 2 heures. Alors, après, c'est vrai que le fait qu'on ne soit pas en CDI, ça apporte aussi une certaine précarité dans le travail et donc forcément dans les revenus. C'est ça qui fait peur aux propriétaires, évidemment. Comment vous arrivez à pallier à ça, justement ? Alors nous, en fait, dans le process qu'on a mis en place, on vient vérifier le dossier locatif, on vient vérifier qu'il n'y ait pas de fraude documentaire, que le dossier soit bien complet, conforme à ce qu'on attend, que les éléments déclarés par le locataire soient avérés, ce qui a pour vocation de venir également rassurer le propriétaire. Et on vient analyser la solvabilité. Aujourd'hui, en fait, on a un taux d'effort qui est un peu plus élevé que ce qui est appliqué sur le marché locatif, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 38% au lieu des 33% habituellement appliqués sur le marché locatif. Et on permet donc au locataire de déposer ses pièces. Nous, on va venir vérifier cette fraude, analyser la solvabilité et définir, scorer entre guillemets le locataire et définir un loyer maximum pour lequel il sera prêt à candidater sur un logement. D'accord. Donc c'est le locataire qui doit s'adresser à vous en premier. Ça peut être les deux. Aujourd'hui, on a des bailleurs qui vont venir prescrire notre solution. On travaille aujourd'hui avec plus de 500 agences partenaires qui viennent prescrire Smart Garant. D'accord. Et en parallèle, en fait, aujourd'hui, on donne 2 possibilités au locataire. Soit il va pouvoir déposer son dossier de manière assez traditionnelle, soit il va pouvoir se synchroniser avec son compte bancaire. Donc en fait, avec une solution via Open Banking et qui permet notamment à des profils comme des freelances, des indépendants, des intérimaires ou des intermittents à qui généralement on a tendance à dire qu'ils ne sont pas forcément de récurrence dans leur activité. Et nous, on va pouvoir se connecter à leur compte bancaire et récupérer de l'information via la banque et justifier justement de cette récurrence-là. Ce qui permet aussi une certaine transparence, finalement. Complètement. Alors nous, on ne transmet pas la donnée Non, au bailleur, mais en tout cas, on vient évaluer le profil risque. Alors tout ça, on le donne en option. C'est le locataire qui choisit
s'il souhaite se synchroniser avec sa banque, bien entendu. Sinon, il y a le dépôt qui est plus traditionnel. On va venir faire justement toutes les vérifications. D'accord. Et comment est-ce que, s'il y a un défaut de paiement, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, aujourd'hui, pour le propriétaire, on apporte plusieurs choses. On apporte une garantie de 100 000 €. C'est sans franchise ni carence, donc on indemnise dès 5 jours en cas d'impayé le propriétaire. Dès 5 jours. Dès 5 jours, Ouais, parce exactement. qu'en général, les assurances pour les impayés, c'est beaucoup plus long. Traditionnel, c'est un peu plus C'est de des temps. délais. Donc ça veut dire que si le 1er avril, le loyer n'est pas viré, 5 jours après, on peut faire appel à votre garantie, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait ça. Pour être plus précis, c'est 5 jours à partir du moment où l'impayé est avéré. Avant ça, c'est un retard de paiement. D'accord. Donc en Et fait, on va l'impayé attendre. intervient au bout de combien de temps? L'impayé intervient après 30 jours. Donc un de mois non-impayé. après le non-versement. Avant ça, c'est un retard et après, on considère ça comme un impayé. Ok. Exactement. Et c'est là où vous rentrez en jeu, en fait. Là, on entre en jeu, donc on vient indemniser financièrement, on vient gérer opérationnellement toute la procédure contentieuse, donc le propriétaire ou le bailleur, qu'il soit professionnel ou non, vient nous déléguer cette gestion-là. Et effectivement, il y a la vérification en amont du dossier locatif qui permet aussi d'éviter ces tâches qui sont très chronophages pour les agences immobilières, pour les acteurs de l'immobilier de manière générale. Mais Thomas Noraz, j'imagine qu'après, éventuellement, vous retournez contre le locataire. Donc, ce n'est pas une assurance pour faire n'importe quoi non plus. Ah non, le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on évalue le profil risque du locataire. Vous refusez le locataire? Nous, après, aujourd'hui, on a un statut qui n'est pas porteur de risque. On travaille avec des assureurs là-dessus. C'est pour ça qu'on est Vous êtes courtier. apporteur d'affaires, en quelque sorte. c'est ça? Exactement. Nous, on est venu construire le produit et on le commercialise sur la base de nos échanges et de ce qu'on a négocié avec les assureurs pour pouvoir justement ouvrir un petit peu plus sur Oui, les après, c'est procès. l'assureur qui se débrouille, entre guillemets, quoi. on va dire. Exactement. Ouais. Vous refusez des locataires, des candidats? On en refuse. On va passer des fraudes documentaires de plus en plus, malheureusement. C'est pratiquement un dossier sur deux aujourd'hui Qui est frauduleux qui sont frauduleux. Et effectivement, on en refuse malheureusement pour ces raisons-là. Eh bien, voilà, ça s'appelle Smart Garant. Voilà, comme quoi la tech peut innover aussi dans ce domaine qui était hyper compliqué. Le fait d'avoir un garant et puis surtout, quand on n'a pas de CDI, de pouvoir avoir un toit, bien sûr. Merci beaucoup, Merci à vous. Thomas Merci Noraz. Thomas Noraz. On va Euh, passer, François, à notre séquence spéciale Fabrice Marcella, Ah bah oui. qui vient nous dispenser ses bons conseils. Mais évidemment, Et c'est on de parle l'or. ce mois-ci de... De start-up à impact. Ouais, quand même. À tout de suite. Et Fabrice Marcella nous a rejoint sur le plateau de Village Startup. Salut Fabrice. Bonjour François, bonjour Oui, Jérôme. Monsieur le bonjour maire, merci Fabrice, d'être monsieur là. le maire. On n'a pas les trompettes aujourd'hui, désolé, mais voilà. Le maire du village Baïséa, Nous ici sommes ravis de t'accueillir. au cœur de Paris, rue La Boétie. Vous m'avez manqué en tout cas. Eh bien, pareillement. Pareillement, bien mon sûr. cher Fabrice. Fabrice, chaque mois, tu nous fais une chronique sur un sujet qui concerne les entrepreneurs et les startups. On parle aujourd'hui des startups à impact. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est? Il faut peut-être rappeler un peu ce que c'est qu'une startup à impact. Oui, alors, une start-up à impact, c'est avant tout une C'est pas une entreprise. start-up qui a un choc. Je tiens quand même à préciser. Spécialisée Ouais, ça dans commence les- bien là. Bon, allez, on y va. Non, Non, mais allez, c'est une. on recommence. Revenons à zéro. C'est une Qu'est-ce qu'une start-up, start-up à c'est une impact? entreprise qui cherche à résoudre des problèmes sociaux, sociétaux, environnementaux. Mais ça suffit pas. Je vous ai dit que c'était une entreprise donc qui cherche aussi à développer son revenu. C'est pas une association. Ouais. Donc en synthèse, elle Faut un vise à avoir business. un impact positif sur la société, l'environnement, en étant économiquement viable. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Alors, Voilà, un C'est- peu comme la startup Phoenix que nous avons reçue c'est également un dans cette très émission. bon exemple. Effectivement, la startup Phoenix s'inscrit bien dans cette définition-là. Alors, ces startups, elles peuvent, vous l'avez compris, elles travaillent dans différents domaines. Là, on était dans le monde finalement de l'anti-gaspi, et donc on est plutôt dans le sujet de l'alimentaire, mais ça peut être l'énergie, l'environnement, la santé, le bien-être, l'inclusion. Blablacar, c'est une start-up à impact. Enfin, c'est même plus qu'une start-up aujourd'hui. Oui, alors après, startup, elle a l'esprit startup encore en tout cas. Mhm. Et puis, souvent, ces entreprises vont développer effectivement un ensemble de produits ou services pour incarner, en tout cas répondre à cet objectif d'impact. Et deuxième élément, bien souvent, vont travailler ces startups sur de l'acculturation, de la formation pour sensibiliser également les futurs utilisateurs de leurs services. Donc Alors- c'est un business pas tout à fait comme les autres qui se heurte à certaines difficultés. À certaines parfois. difficultés. Alors, certaines difficultés, je voulais vous citer quelques startups à impact Oui, pour incarner. allons-y, Donc, il y avait allons-y. Phoenix, Quelques exemples. mais peut-être, ouais, pour bien comprendre, par exemple, localité. Et vous comprendrez au travers de mes exemples ensuite les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Localité, que vous aviez reçu une fois dans l'émission, c'est une startup qui cherche à sensibiliser l'industrie agroalimentaire sur leur impact environnemental dans l'élaboration de leurs recettes. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, faire d'une crêpe,
Je parle des crêpes parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était le ski. Je sens qu'il va nous casser le moral. Quoi. Ouais, C'est non. pas bien de faire une crêpe. Alors, je ne parle pas du Nutri-Score, mais en Oui, tout oui, cas, oui. voilà, ça a un De impact. l'impact carbone. Ça a un impact carbone, ça a un impact environnemental important. Arrête les crêpes, tu réchauffes Ouais, la mais planète. je vais arrêter. En fait, on le mesure avec ce qu'on appelle un éco-score. Cet éco-score, plus l'éco-score est proche de 100, moins il a d'impact. Ouais. Et fabriquer une crêpe, c'est 60%. Fabriquer une tartiflette, puisqu'on est dans le thème, c'est pizza. 68%. Donc, il vaut mieux faire la tartiflette que la crêpe. François Bon. aimerait savoir pour les pizzas. Je suis Il a italien, j'ai pas cherché à savoir ça. Ah, c'est 100% Ah ouais. pour Fabrice. Voilà, mais donc cette startup, elle propose aux entreprises cet indicateur pour les sensibiliser, Et pour essayer améliorer leur d'améliorer impact voilà, et améliorer ce communiquer, bien sûr, D'accord. auprès de leurs clients. Donc un exemple. Mhm. Deuxième exemple, Aoum. Est-ce que vous connaissez Aoum? score. Et non. Arrêtons l'usage unique maintenant qui répond à la problématique des gobelets. Je vous ai proposé un café avant de. C'est vrai. Et Très- Qu'avez-vous fait du gobelet? On l'a On l'a mangé. jeté. On l'a voulu jeter. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les collaborateurs, en moyenne, consomment 3 boissons par jour. Alors moi, c'est un peu plus en termes de café. Mais si on projette à l'année sur 100 collaborateurs, c'est plus de 66 000 gobelets qui finissent à la poubelle. Eh oui. Alors, je ne sais pas comment vous faites quand vous n'êtes pas au village. Quand vous prenez un café, vous utilisez Alors, quoi? on a des mugs. Et voilà. Mais les mugs, merci pour cette transition, parce que les mugs, il devient quoi ton mug quand tu as bu? Est-ce que tu vas le laver? Est-ce que... Ah bah oui, je vais Ah, c'est laver bien. quand même. Moi, je les retrouve en tout cas, ces mugs sales, c'est dans la cuisine Oh, du quelle village. horreur. Quoi. Voilà. Ah Donc, ouais. cette start-up, elle vise justement à réduire, ces gobelets jetables, donc de ne plus avoir de gobelets, et surtout, quand tu vas le laver, en fait, tu consommes beaucoup plus d'eau. Donc, la machine qui est proposée par Aoum, c'est une machine automatique. Tu y mets ton verre, Oui. et le verre est automatiquement secondes, il est en 10 secondes, voilà, et 2 centilitres d'eau. C'est Donc, un mono ça devient quasiment ludique. C'est C'est-à-dire ça. que les gens ont envie de faire la vaisselle. Voilà. Donc ça, c'est Est-ce une... qu'on voit les images là, c'est pas mal. Ah, je ça a sais l'air pas si on... sympa. ouais, ben voilà, donc Ouais. c'est une très belle start-up Très bien. à impact. Donc à quelles difficultés sont-elles confrontées ces start-up? Parce que là, je vous décris le monde merveilleux des start-up à impact. Mais Il n'en reste pas moins qu'il est compliqué pour elles de trouver des investisseurs. Pourquoi? Parce que les investisseurs, il va falloir les convaincre sur le fait que leur priorité n'est pas de maximiser les profits, mais plutôt de maximiser l'impact. Quand vous êtes un investisseur, vous cherchez plutôt à maximiser la rentabilité de votre investissement. Et l'environnement passe au second plan, on va C'est dire. voilà, c'est pas, Ah, c'est- donc, même s'il y a quand même Ah, une ça commence volonté à de faire des changer, investissements. ça commence à on changer. avoir des Voilà. réflexions. ça commence à changer. Néanmoins, si vous êtes une startup à impact et vous cherchez à être financé, sachez que il y a des plateformes de crowdfunding, de financement participatif, qui sont spécialisées sur ces sujets et qui permettent à des particuliers d'investir un peu de leur épargne sur des projets à impact. Donc, j'en cité un, si certains en cherchent, c'est lita.co, lita.co. Allez voir, il y a des projets sur lesquels on peut investir. Deuxième élément, avoir de l'impact. Il faut pouvoir le prouver, cet impact. Il faut pouvoir le mesurer. C'est Ouais. compliqué de le mesurer. Donc, il y a plein de méthodes pour le mesurer. Il y a la méthode la plus simple qui est très qualitative. Vous allez interviewer les gens en leur disant alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est mieux? Mais on voit bien que c'est un peu subjectif tout ça. Il y a les méthodes plus quantitatives, c'est le nombre de gobelets que j'ai économisés. Sachez que moi, en un mois avec Aoum, c'est 500 gobelets que je n'ai pas jetés. Ouais. Donc Mais ça, bon, c'est il plus ne faut pas que objectif. ça coûte plus cher en eau, en fabrication de la machine, etc. Voilà, après, c'est un coût global. C'est-à-dire, Pas c'est plus quoi cher, l'impact ouais. financier aussi? ça. Tu as raison, c'est quoi l'impact financier? Et puis, il y en a certains Financier qui... et environnemental. financier et Et environnemental. environnemental. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est un défi sur lequel les startups doivent se battre. Et, Ouais. et puis souvent quand on a une startup à un impact, on peut être remis en cause finalement par des détracteurs. Quand Aoum par exemple, la startup dont je vous parlais précédemment, on lui reprochait finalement peut-être de consommer plus d'électricité, de consommer plus d'eau. Donc quand on est une startup à impact, il faut être prêt en tout cas à répondre à ces détracteurs pour pouvoir justement continuer à se développer. Donc c'est ce que fait très très bien cette startup. Ensuite, il y a le sujet de l'acquisition client. Sur le sujet de l'acquisition client, comment convaincre des clients de l'intérêt de payer un peu plus cher pour réduire son impact environnemental? Oui, d'autant que certaines solutions sont quand même assez contraignantes, Alors, voire anxiogènes. dans l'usage, certaines peuvent être Ouais. plus contraignantes. Tu as tout à fait raison. Et donc, ça n'est pas simple de passer le cap. Il faut plutôt des services qui vous qui vous facilitent la vie tout en vous permettant de réduire votre impact. Autre élément, quand on propose un indicateur comme l'EcoScore dont je vous parlais tout à l'heure sur localité, c'est compliqué pour lui de trouver ses premiers clients. Parce que ces premiers clients, ils n'ont pas encore confiance dans l'objectivité ou dans la manière dont est mesuré effectivement cet EcoScore. Donc il faut s'allier généralement avec des partenaires ou des gens qui vont vous labelliser pour vous permettre de mettre en confiance vos futurs clients. Et peut-être, dernier élément, c'est qu'une startup à impact
dans son business, ça doit être aussi aligné avec ses valeurs. Je m'explique. Il y avait une entreprise américaine qui s'appelle Everlane qui s'était engagée dans la transparence des produits qu'elle vendait. Donc les produits qu'elle vend sont des vêtements notamment. Et donc elle a décidé en 2019 de stopper une activité lucrative, ce qui était la vente de vêtements de cuir et de chaussures en cuir, parce que justement, elle ne répondait pas à ses valeurs d'impact environnemental et éthique. Mais il faut être prêt à faire ça. Et on voit bien que c'est pas si simple. Du courage, et puis c'est surtout du business en moins. Et du business en moins, qu'il il va falloir pivoter. Après, Donc en synthèse, si vous souhaitez, Attention, si vous monsieur le souhaitez maire. tous les deux développer une start-up à impact, Oui. vous l'avez compris, il est important de réfléchir à l'impact que vous cherchez à créer. Mmh. 2, mettre en place un modèle économique durable. 3, les outils de mesure de l'impact que vous souhaitez avoir. Et 3, mais ça, c'est tout à fait vous, c'est être agile et réactif pour s'adapter au changement. Ah, c'est Voilà. gentil. Eh oui, ça c'est tout nous. Ouais, c'est tout nous. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Merci beaucoup Fabrice Marcella, Pour maire terminer du ce village Baïséa. startup. Voilà. On sera là bien sûr le mois prochain avec encore une belle sélection de startups et puis les conseils de Fabrice. Jérôme, d'ici là, porte-toi bien. Mais pareillement, cher ami, porte-toi bien, portez-vous bien. On est ravis d'être là chaque mois. À très vite. À Salut très à vite. tous.